Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps pour moi de vous faire mon point lecture du mois de septembre. En septembre, j'ai lu 11 livres, dont un manga et 2 BD. Pour le reste, c'était des romans. Il y a eu de très bonnes lectures, pas de coup de cœur pour ce mois. Et du coup, je vais vous présenter tout cela. Du coup, ma première lecture de ce mois, ça a été Akotar, le tome 3.5, Un palais de glace et de lumière de Sarah Grimas aux éditions La Martinière Fiction. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, juste pour vous faire un bref résumé, je ne vais pas vous reprendre tout le résumé d'Akotar, je pense que je vous l'ai assez fait, et au cas où, si vous l'avez raté, il y aura tout dans la barre d'infos. Mais disons juste que dans ce tome, vu que c'est un peu un tome intermédiaire, on va suivre nos personnages durant la période du solstice d'hiver, ce qui correspond un peu à nos fêtes de Noël, et on va voir en fait comment est-ce qu'ils se reconstruisent après les événements qui sont survenus dans le tome 3, et comment certaines choses évoluent. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors déjà oui, comme je vous dis, c'est un tome de transition où on va célébrer principalement le solstice. En tout cas c'est la manifestation qui est au centre de l'histoire. Et c'est vraiment le solstice d'hiver, donc ça fait vraiment... Alors je pense que si vous pouvez le lire, lisez-le peut-être plutôt en période de Noël parce qu'il y a de la neige, et on est vraiment un peu dans cette ambiance Noël, l'équivalence un peu de Noël. Mais pour moi ça m'a quand même bien plu, et puis là on est en compagnie de nos protagonistes justement. Et je dirais que c'était intéressant de découvrir différents points de vue, parce que là effectivement on va avoir aussi bien le point de vue de nos personnages principaux que celui de personnages secondaires, et aussi ça permet d'en apprendre un peu plus sur le passé de certains et de mieux comprendre en fait les séquelles qu'ils ont gardées des événements, comme je vous dis, du troisième tome, et tout ce qu'ils vont essayer de faire pour se reconstruire. Après, l'histoire elle marque clairement, j'ai envie de vous dire aussi, la fin du récit de Fer, et on voit qu'elle a envie de se tourner vers un avenir avec son âme sœur, et que justement elle a envie de passer à autre chose. Et c'est là que justement qu'on peut voir faire la transition avec Nesta, dont on va dire le tome 4 ce sera sur elle. Et mais dans ce tome, on va dire, elle est vraiment présentée comme quelqu'un de détestable, mais on va dire elle peut réserver de très bonnes surprises à mon avis, même si je pense que c'est voulu, juste on s'est fait très exprès que là on la voie vraiment, qu'on peut juste pas la saquer, la blairer. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner avec le tome 4. Et aussi dans ce tome, alors on aborde quelques éléments politiques, mais je pense que c'est juste abordé, mais qu'ils seront plus mis en avant et développés par la suite. Donc ça pourrait être une des problématiques qui vont s'ajouter dans le tome 4, mais qui sont déjà mis en avant dans ce tome 3.5. Après, c'était une lecture agréable, j'ai envie de vous dire, le fait de suivre ces personnages et dans une période plus de fête où c'est que ils sont tranquilles, on va dire, il n'y a pas vraiment de réels enjeux à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça reste un tome où l'intrigue n'avance pas particulièrement, c'est juste l'idée de passer un bon moment avec eux. Et comme je vous dis, l'idée de moi je pense de passer le témoin, de dire bah cette fois l'histoire de Fer elle s'arrête là, on va peut-être la revoir par la suite, je pense en tout cas, mais cette fois on va se tourner davantage vers Nesta, donc voilà. En plus celui-ci est beaucoup plus petit, comme je vous dis, vu qu'on s'intéresse aux autres personnages, et à la fin vous avez même les premiers chapitres du prochain tome, donc ce tome sur Nesta, donc en tout, en enlevant cette partie-là, il fait 304 pages, et il écrit quand même assez grand et assez aéré. Voilà, je vous montre parce qu'il me semble que j'ai feuilleté le tome de Nesta, qu'il est écrit beaucoup plus petit, alors je me dis autant profiter encore de celui-là qui est écrit assez gros. Et j'espère qu'avec le tome de Nesta, l'écriture ne me dérangera pas, mais en tout cas, j'ai passé un agréable moment. J'ai fêté un peu Noël à l'avance avec eux, mais c'était agréable, et voilà, maintenant je me réjouis de découvrir. Là, j'ai fini en fait ma relecture d'Akotar, en tout cas des tomes que j'avais découverts à l'époque. Et là, je vais me lancer dans la découverte avec le tome 4 que j'essaierai de lire, soit dans le courant de ce mois ou attendre le mois d'octobre après. À voir, mais en tout cas, il sera encore lu cette année. J'ai également lu La Tour des Dragons, l'élève, le tome 3 de Florian André en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore l'auteur pour l'envoi de ce service presse et pour sa confiance. Donc ici, pour faire un résumé bref du tome 1 sur Robert, qui est un jeune français, et on a découvert il y a quelques années qu'un portail reliait notre monde à un autre univers. Celui-ci vit comme nous, sauf qu'il est encore à l'époque du Moyen-Âge, les titres de noblesse sont toujours d'actualité, et en plus de nous, il possède la magie. Il est donc décidé d'y envoyer des espions pour représenter la France, et justement, Robert va être envoyé à la Tour des Dragons. En fait, c'est une académie où on apprend la magie, et son but, c'est de l'infiltrer, de comprendre comment la magie
fonctionne, et aussi d'en apprendre le maximum pour ensuite pouvoir former d'autres espions français qui pourraient intégrer l'académie justement. Et donc on va suivre le quotidien de Robert durant ses années de formation à l'académie. Donc dans ce tome 3, juste pour en revenir, en fait, le tome 1 on suit sa première année d'école, le tome 2 sa deuxième année de formation, et le tome 3, donc nous sommes sur sa troisième et dernière année de formation à la magie. Donc c'est vrai que j'avais hâte de le lire pour voir comment les choses allaient évoluer. Et ici donc j'ai mis la note de 8 sur 10 à ce tome. Donc tout d'abord on est sur un tome qui est prenant, et comme je vous dis, on va suivre notre protagoniste pendant cette dernière année de formation à la magie et voir qu'est-ce qui va lui arriver. Donc comme pour les autres tomes, la plume est simple, addictive et fluide. Et dès le départ, en fait, on nous rapporte les éléments qui se sont passés dans les précédents tomes pour avoir vraiment tout ce qu'il faut en tête pour nous relancer dans cette lecture. Et disons qu'ici, les péripéties vont s'enchaîner tout comme les créatures fantastiques, j'ai envie de dire, qu'il va rencontrer. Donc vraiment, ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la suite et c'est... Voilà, on voit pas les pages passer, j'ai envie de dire. Robert aussi va se retrouver à devoir prendre des décisions cruciales pour son avenir et comparé aux autres tomes, va encore plus dévoiler ses sentiments et justement ça va être un élément fondamental pour les choix qu'il va faire à l'avenir. Après, on est sur une intrigue qui est toujours très rapide et c'est vrai que moi, ce que j'aurais un peu reproché, comme pour tous les autres tomes, en fait, c'est comme on a cette idée d'être dans une histoire qui est courte, donc très rapide, c'est que moi, j'aurais voulu avoir plus d'informations sur la formation magique, et pouvoir mieux suivre l'évolution de Robert aussi, car c'est vrai qu'on le voit évoluer, mais nous, on voit pas toutes les étapes et je trouve ça un peu frustrant de mon côté. Et aussi, c'est vrai que des fois, on voit qu'il a établi certaines relations avec d'autres personnages et on voit pas toute cette relation se construire du début à la fin et c'est là aussi que j'ai du mal, je dois dire, avec cette rapidité. Après, on a quand même le principal et le dénouement final aussi qu'on a donne envie de suivre Robert dans ses nouvelles aventures et de voir ce qui va y arriver par la suite maintenant qu'il a terminé sa formation. Donc en tout cas, c'est une très bonne lecture. Si vous aimez les récits qui sont assez courts, il fait moins de 100 pages. Et comme je vous dis, moi il y a juste vraiment cette notion un peu de rapidité qui m'a dérangée, mais ça reste une très bonne lecture. Et je suis toujours très intéressée à découvrir la suite des aventures de Robert. J'ai également lu Le Dernier Oracle, donc le premier tome d'Enora Curtin en auto-édition. Je vous montre la couverture qui est sublime. Et je remercie l'autrice pour notre service presse ainsi que pour sa confiance. Donc pour faire un résumé, nous sommes à Erenia, l'antique cité du désert, et disons que dans cette cité, les oracles sont vénérés pour leur vision, justement le fait qu'ils puissent voir l'avenir et justement aider les gens à ce niveau-là. Et ils sont au nombre de 23, et quand l'un d'entre eux décède, eh bien, la nature en choisit un autre parmi la population. Nous sommes dans le cas de figure où l'un vient de décéder, un de ces oracles, et du coup, sont éligibles pour lui le remplacer les jeunes hommes entre 15 et 18 ans. Donc, notre protagoniste, Mara, a son frère Sun qui est tout désigné, on va dire, pour devenir à son tour oracle, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai été rapidement prise dans l'histoire dès les premières pages en fait. Et j'ai trouvé l'univers vraiment intéressant avec cette cité où les oracles sont vénérés après. Et justement c'est la nature en fait qui désigne le prochain oracle. Alors d'une manière bien particulière. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Je ne vais pas vous spoiler. Et on arrive à se poser la question, mais que se passerait-il si ce minutieux équilibre qui est établi venait à être chamboulé et jusqu'où les oracles seraient-ils prêts à aller pour garder leur pouvoir sur le peuple? Et disons que là, dans cette histoire, c'est ce que l'autrice nous propose de découvrir et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors bien sûr, on est sur une intrigue qui est prenante, avec des personnages attachants et c'est un plaisir de suivre Mara durant cette aventure. Alors l'autrice, elle va poser les bases à travers tout ce tome, on le sent, et tout en gardant une plume fluide, prenante et détaillée. Ça, j'ai apprécié qu'il y ait beaucoup de détails, qu'on sache précisément où c'est qu'on est, tout ce qui se passe autour de Mara, et ça, c'était vraiment intéressant, cette idée de détail. En tout cas, moi, j'ai eu, quand des fois, je vous dis que j'ai pas assez à mettre sous la dent, et bien là, ça a été le cas. Et disons qu'une longue quête va attendre Mara. Elle va devoir traverser le désert pour réaliser son destin. Donc heureusement elle ne sera pas toute seule pour accomplir, je vous laisserai découvrir également qui
est son accompagnateur, et disons que moi ça m'a fait sourire de voir ce que c'était, et j'ai vraiment apprécié. Et tout au long de son périple, elle va faire de nouvelles rencontres, apprendre à survivre dans des conditions qui sont difficiles, donc dans le désert, hein, c'est pas toujours facile, en plus avec la chaleur et tout, vous verrez. Et elle va aussi remettre en question tout ce qui lui a été enseigné dans sa cité, et se demander si justement n'essayait pas un peu de voilà, de les diriger vers ce que les oracles avaient envie. Et le dénouement final pour moi c'était vraiment très intéressant, et ça donne juste envie de se jeter sur le prochain tome et de découvrir ce qui va arriver par la suite à Mara. Après, j'ai enlevé quelques points seulement parce que j'ai trouvé quelques longueurs durant la traversée du désert. C'est vrai que la traversée du désert est assez longue, et c'est vrai que je pensais qu'on allait plus vite passer à la suite de l'aventure, mais après on joue beaucoup sur ce contexte de survie et voir l'épreuve que ça a été pour Mara. Mais c'est juste moi, c'est un peu cette idée de longueur qui m'a un peu fait baisser ma note, mais sinon c'est une excellente lecture. Et franchement, vous allez voir la suite passer tout prochainement parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Mara dans les prochains tomes. Alors ici, c'était une lecture qui faisait un peu plus de... Oui, plus de 370 pages, oui, 380 même, mais c'est écrit assez grand et assez aéré, donc j'ai envie de vous dire, les pages défilent, vous ne les voyez pas passer, puis au bout d'un moment, vous regardez, vous vous dites, ah ouais, j'ai déjà lu une cinquantaine de pages, et ça s'enchaîne, ça défile. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, même si, comme je vous dis, ce tome-ci pose plutôt les bases, et je pense que, vraiment, on va avoir plus de péripéties dans les prochains tomes, mais même ce tome-là m'a déjà convaincu, et voilà, comme je vous dis, hâte de lire la suite. Et j'ai également lu Violette Ténébris, le premier tome, l'animal totem, de Marie Manant, Flavia de Vita et Joël Odon aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore NetGalley et la maison d'édition pour avoir ce service presse ainsi que pour leur confiance. Et pour faire un résumé, disons qu'ici, on va suivre Violette Ténébris, c'est la future reine des sorcières, donc là les princesses des ténèbres. Elle vit dans un univers assez sombre, on va dire, et Violette ne correspond pas du tout, ne ressemble pas du tout aux autres sorcières parce que eux, ils vivent dans un univers qui est très sombre, mais elle est toujours habillée de façon très colorée, et si vous voyez sa chambre, c'est la même chose. Sauf que là, Violette va bientôt fêter ses 16 ans, et à 16 ans, pour débloquer ses pouvoirs, eh bien, elle doit retrouver son animal totem. Sauf que là, la date de son anniversaire approche, et elle n'a toujours pas trouvé son animal totem, donc elle va décider d'aller le chercher par ses propres moyens. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ici, c'est une BD vraiment très agréable. J'ai mis la note de 9 sur 10, franchement, car j'ai adoré. Et déjà, j'ai trouvé l'univers captivant. Et ça a été vraiment agréable de faire connaissance avec Violette. Et Violette, elle vit, comme je vous dis, c'est un univers qui est sombre. Alors, sombre, on va dire adapté à du jeunesse, c'est-à-dire qu'on a des planches, c'est que c'est vraiment très dans des teintes noires, plus obscures. Mais après, Violette, comme je vous dis, elle apprécie tout ce qui est coloré, mignon. Et quand on est dans son univers, c'est totalement différent au niveau des planches, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, disons que la différence de Violette, ça fait pas mal parler les sujets, car ils se demandent, mais ce sera notre future reine, à quoi on va s'attendre, surtout qu'en plus elle n'a pas trouvé son animal totem, donc disons que ça blesse en guillemets un peu Violette, c'est remarque, mais elle ne soit pas être habillée tout de noir comme tous les autres, et c'est sa personnalité tout simplement. Et en plus, comme je vous dis, la date butoir pour Violette approche, il faut qu'elle trouve son animal totem avant son anniversaire. Alors elle va décider de forcer le destin et de trouver par elle-même son animal totem. Alors il va commencer une aventure qui va l'amener vers une quête, ouais, voilà, elle va entreprendre une quête, plus simplement. Cette quête va ensuite amener des éléments de mystère, et on va dire que par la suite aussi il y aura du complot. Et tout cela va se terminer par la résolution de la quête, si je peux dire. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on va dire, même si c'est un tome 1, vous avez toute l'histoire à l'intérieur, on s'arrête pas à un élément et de vous dire la suite dans le prochain épisode, et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et aussi, cette quête va l'amener à voyager dans d'autres contrées, donc on va rencontrer d'autres personnages, et ça, j'ai trouvé sympathique, la différence aussi au niveau des couleurs, des paysages proposés, donc ça m'a beaucoup plu. Et disons qu'elle, comme je dis, elle va faire des rencontres, différentes rencontres, que ce soit avec d'autres créatures magiques. Et il y a une rencontre qui va être bien particulière et que j'ai adoré tout simplement. C'était incroyable. On est avec des personnages, comme je vous disais, qui étaient attachants. Celui-là que j'ai adoré, mais les autres personnages qu'on rencontre aussi, je me suis vraiment tout de suite attachée. Et disons que pour un personnage bien particulier dont je vous parlais, j'ai adoré son franc-parler. Et durant tout le voyage, c'est super agréable. Et puis moi, pendant ces passages-là, mais je mourais de rire, quoi.
il n'y a pas d'autre terme, il me faisait mourir de rire par son franc-parler, les répliques qui sortent, tout ça, j'ai adoré. Et disons que ce tome aborde aussi, il y a une belle amitié qui va se créer, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans certaines BD, les parents ne sont pas d'accord avec le style de vie de leur enfant, tandis que dans ce tome, on se rend compte que même si les parents sont habillés tout en noir, voilà, suivent les codes de la société, ils acceptent la différence de Violette et que même eux, en fait, leur souhait le plus cher, c'est que son animal totem soit un animal qui correspond pour eux, ils voient quelque chose de coloré, un animal un peu moqueur, un peu qui a un caractère. Ils ne la voient pas avec, par exemple, un animal sombre également. Donc c'est ça aussi que j'ai trouvé qui était bien fait, le fait que les parents soutiennent leur enfant et justement qu'ils attendent juste qu'elle trouve un animal atypique comme elle. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, la manière dont c'était amené. Et aussi, il y a une autre scène, je peux pas trop vous en parler, mais on voit aussi clairement que les parents acceptent totalement leur fille en, justement, à travers cette scène. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau, très bien fait, et que c'est vraiment génial dans cette lecture. Et disons que, donc on a un dénouement final qui est vraiment captivant, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire, l'intrigue est prévisible. On reste sur une BD jeunesse, donc il y a un élément dès, je sais pas, un quart du roman. J'ai vu venir le truc, je l'ai senti venir depuis le départ, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce qu'après, comme je vous dis, on avait le reste de l'histoire qui s'enchaînait, avec, comme je vous dis, ces mystères qu'on rajoutait, ce complot, un dénouement final vraiment incroyable, et voilà, même si l'élément que je vous disais était prévisible, il y a eu tellement de choses qui se sont passées après, que ça m'a pas dérangé, qu'au contraire j'ai passé un excellent moment de lecture et que j'ai adoré. Et comme je vous dis, c'est une BD qui reste destinée à un public jeunesse, donc je pense que pour les jeunes, ce serait une super belle découverte, comme je vous dis, ça reste très abordable, malgré l'univers qui est un peu sombre. Ce serait une lecture, je pense, idéale à faire en période d'automne, et surtout en période d'Halloween pour les jeunes, je pense que ça peut vraiment passer. Et moi en tout cas, même pour les plus vieux, j'ai envie de dire, pour moi c'est super bien passé, je me suis régalée avec cette BD, et je guetterai avec vraiment beaucoup d'impatience le second tome, parce que comme je vous dis, sur ce tome, en tout cas, ce que l'on suit, la quête que l'on entreprend, on a son final, et maintenant on laisse supposer, on va dire, un élément sur ce que sera la suite, et je pense que ce sera ça. Mais si c'est effectivement ce que je pense, je suis curieuse de découvrir ce qui va arriver à Violette par la suite. Et en plus, cette BD était vraiment magnifique, on a de sublimes illustrations, détaillées, colorées, je vous mettrai un exemple ici. Mais comme je vous dis, on part des planches qui sont vraiment plus sombres, avec des teintes beaucoup plus foncées, tout ça, pour représenter l'univers des ténèbres, et d'autres planches beaucoup plus claires, beaucoup plus vives, lorsqu'on est soit dans l'univers de Violette, ou soit lorsqu'elle voyage, pour trouver son animal totem. J'ai vraiment apprécié ce mélange de couleurs que l'on retrouve dans la BD, ainsi que voilà, ce style de dessin qui me parle en fait. C'est vraiment ce style de dessin que j'adore, et là je me suis régalée tout simplement. Donc pour moi, c'est une BD, même si c'est un tome 1, j'ai eu tous les éléments que je voulais. Ça m'a... Là pareil pour la fin, ça se clôture, voilà, l'histoire est terminée, on va dire, de ce point de vue-là, mais d'autres aventures s'ouvrent pour la suite, et voilà, je ne peux que vous la conseiller, car vraiment c'était une magnifique découverte et je me suis régalée. J'ai également lu Âme sang de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Je vous montre la couverture qui me plaît beaucoup. Et donc là, on va dire que sous nos pieds vivent des créatures à la fois magnifiques mais très dangereuses. Elles sont élégantes, avec des ailes translucides, et elles seraient magnifiques si leur régime alimentaire n'était pas constitué de sang. On va donc suivre deux personnages. Le premier, c'est Kiael, qui vit parmi ces fées dans le royaume souterrain et qui lutte tous les jours contre sa nature morbide et violente. Et en fait, dans ce monde, chacun de ses faits et gestes sont scrutés, et donc il ne va laisser transparaître aucune émotion humaine. De l'autre côté, donc à la lumière du jour, on suit Yael, qui rêve désespérément d'évasion et de quitter son quotidien. On va dire que tout cela va être chamboulé, car il se pourrait bien que les fées aient envie de prendre possession du monde de la lumière également. Alors c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'univers et surtout les créatures inédites qui nous sont proposées ici, ce mélange entre la fée et le vampire, ça m'a vraiment plu, la manière dont c'était amené. Alors comme vous pouvez vous en douter, on est sur une narration multiple, en fait on va suivre nos deux protagonistes. D'un côté,
L'un dans le monde des ténèbres avec Kiael qui est le prince fée, et l'autre parmi les humains. Et on sent très vite qu'une menace fait son entrée et ça va précipiter l'intrigue. Yael, donc notre protagoniste qui vit parmi les humains, a toujours adoré les fées et va découvrir progressivement ce nouvel univers. Kiael, quant à lui, va tenter de se battre contre sa part obscure, et ça j'ai trouvé aussi que c'était intéressant à découvrir. Et là on est sur, comment dire, sur un livre qui est écrit avec une plume simple, prenante et fluide, et on aborde aussi des thèmes qui sont intéressants, notamment le harcèlement scolaire qui est abordé dans cette histoire. Je trouve que c'était bien fait. Après, il y a quand même des trigger warnings que je tiens à préciser, notamment la mort d'animaux. Si vous êtes sensible à cela, voilà, renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Pour les autres trigger warnings, disons qu'ils sont mentionnés dans ma chronique sur mon blog, au cas où, tout au fond de la chronique, si vous voulez aller y jeter un œil. Mais voilà, j'ai aimé et j'ai aussi apprécié la manière dont notre protagoniste va réagir vis-à-vis de ses bourreaux, notamment notre protagoniste qui a subi du harcèlement scolaire, hein, voilà, et la manière dont ça se déroule le dénouement. En fait, on pense que ça se déroulait d'une toute autre manière, et en fait non, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, la manière dont elle va réagir à la fin vis-à-vis de ses bourreaux. Et là on est sur un récit prenant, où les péripéties vont s'enchaîner dès la seconde moitié du roman, je dirais. Et on a un dénouement qui est captivant et qui clôt l'histoire sur une note à la fois lumineuse et sanglante. Et ça, j'ai aussi trouvé que c'était pas mal, car ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses et on peut se poser aussi des questions. Alors, après, pourquoi j'ai enlevé quelques points, c'est parce que, personnellement, j'ai ressenti un manque de profondeur concernant le personnage de Kiael. Et vraiment, cette lutte interne intense qu'il mène, justement, je trouve que ça aurait été ça aurait été vraiment intéressant davantage de le développer. Et aussi, je trouve qu'on manque un peu d'éléments sur son passé et sur son évolution, et c'est ça que je trouve dommage. En fait, on se concentre davantage sur Yael, et je trouve que la balance n'est pas bien équilibrée entre les deux, et c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Après, c'est une histoire que j'ai vraiment aimée, j'ai été embarquée dans cet univers. Et franchement, comme je vous dis, c'était totalement inédit pour ma part, donc si vous aimez tout ce qui est fantastique et que vous avez envie de découvrir des fées bien particulières, je vous le recommande. Et apprendre à cette notion aussi, bien entendu, vous vous en doutez, on va arriver sur un combat pour sauver l'humanité. Et tout ça, dès la seconde partie, les choses vont très 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 vite, ça s'enchaîne, c'est très rapide, alors que là, dans la première partie, on va plutôt nous poser les bases des deux mondes, la vie de Yael, de Kiael, de Kiel, et voir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'aussi un autre élément que je trouve dommage, c'est que j'aurais bien aimé que l'univers des fées, ou ce monde souterrain, nous soit davantage développé, car c'est vrai que sur ça je suis aussi restée sur ma faim. Après, comme je vous dis, ça reste une très bonne lecture, j'ai été ravie de la découvrir, et en plus ça fait un livre que j'ai acheté aussi Imaginal cette année, qui est lu, et il est en plus dans ma pile à lire de l'automne, donc c'est le premier livre de ma pile à lire de l'automne que je lis. Et pour vous montrer, regardez, j'avais une magnifique dédicace, franchement, voilà, j'étais vraiment heureuse de pouvoir le découvrir, et je pense qu'en automne, il passait parfaitement. J'ai également lu Détective Conan, le tome 18 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Voilà, je vous montre la couverture. Et pour vous faire un bref résumé du premier tome, en fait, on suit Shinichi Kudo, qui est un jeune lycéen passionné de détective amateur, je dirais. Et un jour, lors d'une énigme, il va se faire prendre par un gang. Ce gang ne peut pas laisser de témoins, donc ils vont lui faire prendre un poison expérimental. Ils vont le laisser là en pensant qu'il est mort. Sauf qu'en fait, ce poison va transformer Shinichi. En fait, il va redevenir enfant. Donc il a le corps d'un enfant, mais son intellect n'a pas été touché. Donc il a toujours sa mémoire, toutes ces choses-là. Et donc, pour ne pas que l'organisation découvre le poteau rose, il va s'appeler désormais Conan Edogawa. Et il va vivre chez une de ses amies de lycée, dont il est amoureuse, dont le père est un détective raté, et donc on va dire qu'il va l'aider à résoudre les énigmes auxquelles il est confronté. Voilà pour le résumé. Donc ici à ce tome, j'avais mis la note de 9 sur 10, franchement c'est un tome très prenant. Et aussi disons qu'il y a quelques trigger warnings, notamment un incendie
Et on parle également d'enlèvement, donc attention si vous êtes sensible à cela. Et bien entendu, il y a des meurtres. Voilà, je les dis tous, parce que là, disons qu'il n'y a pas vraiment de spoil. Et alors, tout d'abord, je peux vous dire qu'avec ce tome, j'ai passé un excellent moment de lecture. Et alors tout d'abord, parce que vous savez, dans chaque tome, il y a différentes enquêtes. Alors là, on a eu la fin de l'enquête, les acteurs réunis qui commençaient dans le tome 17 et voilà que ça se terminait comme ça en fait au milieu de l'enquête. Donc là, on a pu avoir le dénouement final. Et Conan va élucider l'enquête et démontrer justement que l'assassin n'est pas celui que l'on croit. Donc là aussi, j'ai trouvé que c'était bien amené, la manière dont il résout l'enquête. Ensuite, la première vraie enquête qu'on a en entier dans ce tome, hein, on se comprend, c'est le premier amour. Et là, on va suivre Ran, Sonoko, Kogoro et Conan, qui sont invités par des étudiants universitaires amateurs d'enquête pour un week-end dans un chalet. Et là, on va rencontrer aussi une étudiante qui semble bien connaître Shinichi et qui va du coup amener des doutes chez Ran en fait vis-à-vis des sentiments qu'elle éprouve pour Shinichi. Et disons que c'était une enquête aussi qui était très intéressante et tout ce qu'on peut en retenir aussi c'est que cette enquête va montrer que les sentiments ne s'obtiennent pas par la force. Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était très bien fait la manière dont c'était amené. Et ensuite, on va enchaîner avec une enquête qui se nomme le nouvel élève. Donc là, c'est une enquête des Detective Boys, donc la petite troupe d'amis de Conan. Et disons que là, ils vont être amenés dans une enquête qui est à la fois dangereuse et en même temps, on va découvrir une nouvelle élève qui va s'intégrer au groupe et particulièrement s'intéresser à Conan. Donc voilà, l'enquête des Detective Boys, là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante et vraiment, il y avait du danger et c'était bien fait. Ensuite, on va enchaîner avec nom de code Cherry. Et là, disons que on va avoir droit à une énorme révélation qui va faire avancer l'intrigue principale de l'histoire et qui pourrait mettre aussi en danger l'identité secrète de Shinichi. Voilà. Donc là, disons que c'était vraiment le moment le plus intense de l'histoire. J'ai trouvé, c'est vraiment, on était là, waouh. Alors après, je vous avoue que pour moi, c'était pas une réelle découverte car en ayant vu l'animé plus jeune, je connaissais cela, je connaissais cette révélation, donc je me suis dit ah ben voilà c'est à ce moment là que ça va arriver et on va voir comment ça va se répercuter sur la suite. Et enfin la dernière enquête, donc là on va avoir que la première partie, c'est échec et maths. Et là donc on a son introduction, comme je vous dis on va découvrir donc le cadavre et le début de l'énigme juste avant sa résolution. Et là nous sommes sur un meurtre en chambre close et il faudra donc attendre le tome 19 pour connaître le fin mot de l'histoire. Alors ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome, comme je vous dis, c'est la grosse révélation qui fait avancer l'intrigue principale. Car des tomes, on a juste les enquêtes qui s'enchaînent, mais l'intrigue principale, en fait, ce que j'entends par l'intrigue principale, c'est le fait que Shinichi va essayer quand même de retrouver l'organisation qui a fait prendre ce fameux poison pour essayer de trouver un antidote. Et là, au niveau de cette intrigue-là, on avance quand même pas mal au niveau de ce tome et c'est là que je trouve qu'il dans celui-ci on a une belle avancée. Et aussi, j'ai bien apprécié le nouveau personnage qui est introduit et j'ai hâte de voir la place qu'il va prendre chez les Detective Boys et aussi si on va régulièrement le revoir dans les prochains tomes. Voilà donc pour moi une très bonne lecture et je pense que je vais lire le tome 19 tout prochainement. J'ai également lu le second tome de Tibéria, donc les créatures ancestrales de David Shop en auto-édition. Je vous montre la couverture qui est juste sublime avec le dragon qui sort du volcan, c'est magnifique. Et disons que là, pour faire un résumé du tome 1, nous sommes à Tibéria. Cette contrée a vécu un cataclysme en fait qui l'a séparé en différentes parties. Et disons que suite à cela, il y a eu pas mal de guerres entre les différentes régions. Et pour réunifier tout ça, le roi Larsam est monté sur le trône et depuis il arrive à faire régner la paix dans ces différentes contrées, même si la confiance n'est pas absolue entre chacun des peuples. Nous allons découvrir un jeune homme plutôt, Netfer, qui en voulant jouer un tour à la mage de son village, il va lui dérober un livre et en le lisant, il va découvrir des vérités qu'il n'imaginait pas concernant le passé de Tibéria. Et disons que tout ce qu'on lui a appris jusqu'à maintenant va être remis en question. Et donc on va le suivre dans différentes aventures. Voilà. Donc pour ce tome, j'ai mis la note de 9 sur 10. Franchement, c'était une excellente lecture. Je me suis régalée. Et pour vous dire,
je n'ai tout simplement pas vu les pages passer car on est comme sur un beau bébé qui fait plus de 530 pages et je n'ai pas vu passer ces pages, fallait que je continue cette histoire, j'étais prise dedans. Et aussi j'en profite pour remercier l'auteur qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse et ainsi de me permettre de découvrir la suite et fin de sa saga car il m'a également envoyé le tome 3 que vous verrez passer, je pense, le mois prochain. Alors ici, oui, comme je vous ai dit, c'est une suite qui est vraiment palpitante du début à la fin. Franchement, je n'ai pas vu les pages passer et comme je vous dis, il y a toujours des éléments qui viennent se rajouter et on est pris dedans. On veut connaître la suite, voilà, tout simplement. Alors déjà aussi, on est sur une narration multiple qui permet de suivre différents protagonistes à travers diverses aventures et aussi dans différentes contrées. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. On voyage beaucoup dans ce tome. Et aussi, comme chacun a des quêtes différentes, vraiment, c'est très varié. Et chaque fois qu'on retrouve un autre personnage, ben, on revient dans sa quête. Et vraiment, c'est ce qui amène une fluidité à l'histoire que... Voilà, moi j'ai vraiment apprécié, j'étais prise avec chacun des groupes et j'avais envie d'en savoir plus. Et aussi le fait d'avoir cette narration multiple, aussi on en apprend davantage sur tous nos personnages et ça permet de davantage s'y attacher, mais également pour certains de les détester. Je vous dis ça car on a également le point de vue du roi Larsam. Alors au départ, on se demande si tous les éléments qu'on a à son encontre sont justifiés. Et justement, quand on... d'avoir son point de vue aussi, on commence à voir comment est-ce qu'il est vraiment. Et voilà, comme je vous dis, petit à petit, on commence à vraiment le détester, à se dire mais c'est vraiment un horrible personnage. L'intrigue va s'enchaîner entre rebondissements, découvertes, voyages et révélations. Donc comme je vous dis, franchement ça y va à ce niveau-là. Et certains protagonistes vont également se découvrir des particularités intéressantes. Ils vont devoir apprendre à les maîtriser au fil de l'histoire. Et disons que tout cela peut constituer un sacré atout pour la suite. Et surtout dans la lutte qu'ils sont en train de mener. Et aussi, autre élément que j'ai vraiment apprécié dans ce tome, c'est la rencontre des différentes créatures ancestrales. Alors déjà, c'est des êtres bien particuliers. Et j'ai beaucoup aimé le dragon, en fait, que l'on voit sur la couverture, car on va également le rencontrer dans ce tome. Mais j'ai beaucoup aimé les passages avec le dragon. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont était décrite cette créature et le caractère qu'il avait. Donc comme je vous ai dit, les quêtes se succèdent. Et aussi, tout comme les plans pour faire tomber le roi. Malheureusement... pour nos protagonistes, celui-ci semble toujours bien protéger ses arrières et aussi il semble toujours avoir un coup d'avance sur ce qu'ils ont préparé et on voit qu'il est vraiment très futé le roi justement et que ce sera dur d'arriver à le détrôner. Et après j'ai envie de vous dire, le dénouement final de ce tome est vraiment captivant car il se conclut sur une énorme révélation et une révélation totalement inattendue que je n'avais pas vu venir et j'étais sur les fesses. Et suite à cela, ben, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur le tome 3 et de se dire mais je veux savoir la suite et surtout la fin de cette histoire, savoir comment les choses vont encore s'enchaîner, se goupiller et qu'est-ce qui va encore arriver à nos protagonistes déjà après tout ce qu'ils ont vécu dans ce second tome parce que d'habitude les tomes 2, je sais pas, on parle souvent du tome 2 qui est assez lent, assez tout cela, mais là c'est pas le cas. C'est un tome 2 qui est vraiment palpitant, prenant, et comme je vous dis, on ne s'ennuie pas, et voilà, donc, et le dénouement qu'on nous met là, je l'avais pas vu venir, et je me dis, mais waouh, j'ai envie d'en savoir plus sur la révélation qui nous a été faite à la fin, et voilà, tout simplement de lire le troisième et dernier tome, pour savoir comment tout cela va se finir, parce que je suis attachée à ces personnages et j'ai envie de voir s'ils vont arriver au bout de leur quête, tout simplement. Donc voilà, une très bonne lecture. Et si vous aimez tout ce qui est de la fantasy young adulte, je ne peux que vous recommander vraiment cette saga qui est avec de l'aventure, vraiment, et un univers très bien développé et très très prenant. J'ai également lu Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous montre la couverture qui est magnifique, ainsi que le magnifique jaspage que vous pouvez y retrouver. Franchement, c'est sublime. Et vous pouvez également y retrouver de magnifiques illustrations. Voilà, je vous montre. Et ce qui fait que c'est une lecture, je pense, qui est adaptée pour l'automne, voire même l'hiver. Regardez la deuxième illustration. Et disons que l'histoire va se dérouler principalement en période froide. Donc vous pouvez la lire soit en été, vu que c'est une histoire de sirène, soit pour respecter la saison, lire plutôt en automne ou en hiver. Et puis pour moi c'est vraiment bien passé à ce moment là. Donc pour faire le résumé, si nous sommes sur une réécriture,
de la petite sirène, mais du point de vue de la sorcière d'Hymer. Donc le conte d'origine s'est déroulé comme on le connaît, c'est-à-dire que la petite sirène s'est transformée en écume. Le roi des océans, donc le père de la petite sirène, est furieux. Il va trouver la sorcière des mers et celle-ci n'a d'autre choix que de s'enfuir pour lui échapper. Elle va devoir se transformer en ces êtres à deux pattes qu'elle déteste, vraiment qu'il la répugne, mais elle n'a pas d'autre choix. Et elle va décider du coup de se venger. Et elle se dit que pour commencer sa vengeance, quoi de mieux que de commencer par le prince. Voilà, pour tout ce que je vous dirai. Alors ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, j'ai adoré cette réécriture. Donc comme je vous dis, on est déjà du point de vue de la sorcière des mers, ce que j'ai trouvé totalement inédit. Parce que là, on repart, c'est pas une version Disney ou quoi que ce soit, c'est vraiment le conte d'origine, la version du conte d'Anderson. Après, la première surprise que j'ai eue, en fait, c'est qu'assez rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement une réécriture de la petite sirène à l'intérieur, mais il y a également un autre conte qui y est mêlé. Je ne vous dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler, mais là, on se retrouve avec un conte des frères Grimm. Et là, j'ai été surprise en fait de mêler ces deux contes, et finalement, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et le deuxième est aussi un conte qui est plus méconnu, donc aussi ça permet... Alors moi, je l'avais découvert à travers une réécriture qui le reprenait justement. Et là, j'ai trouvé agréable de les mélanger les deux, et c'était vraiment une bonne surprise. Donc on va découvrir le personnage de la sorcière des mers, comme je vous dis, qui va se nommer Valentina sur Terre. Et Valentina, franchement, c'est un personnage qui est déjà intéressant car on comprend déjà, on va découvrir son passé. Et on va aussi voir l'objectif qu'elle souhaitait atteindre, en fait, tout ce qu'elle a fait avec la petite sirène. Il y avait un but derrière et on va découvrir tout cela. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de déjà comprendre pourquoi elle a fait tout ça. Après, c'est un personnage qui n'a pas de regrets, elle ne regrette pas d'être une sorcière. Et aussi, ce qui, je vous dis, en découvrant son passé, on va aussi découvrir ce qui l'a amené à devenir une sorcière des mers, tout ça. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et aussi, Valentina, comme je dis, c'est un personnage qui ne regrette pas ce qu'elle a fait. Elle n'a aucun regret de ce qu'elle a fait. Elle regrette juste les conséquences que ça a eu, et c'est-à-dire le fait d'être devenue une humaine. Mais après, c'est quelqu'un qui est manipulateur, calculateur, Valentina. Et malgré tout ça, en fait, c'est un personnage où c'est que j'ai été surprise de m'y attacher. Car elle va aussi découvrir... on voit que c'est quelqu'un aussi qui a vécu des romances par le passé. Et là, qui va en vivre également des romances qui sont particulières, attention. Et c'est ça que j'ai trouvé que c'était bien amené aussi, le fait d'avoir ces romances particulières-là. Et... vraiment d'avoir ce personnage qui, oui, qu'on sait pas en fait, qui est imprévisible d'un certain côté. Et donc après on va encore rencontrer d'autres personnages. Et franchement, tous les personnages j'ai trouvé qu'ils sont vraiment très bien développés, bien complets, qu'on s'attache, tac sur la psychologie des personnages aussi, qui est vraiment bien menée. Et c'est ce qui les rend d'autant plus réels en fait. Et alors Valentina, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Après, il y a un autre personnage qu'on va rencontrer, et le fameux prince. Et le prince, qui s'appelle Kael, il est juste attachant parce que d'abord, on nous le décrit d'une certaine manière avant qu'on l'ait rencontré en fait. Et on s'attend à tomber sur quelqu'un qui correspond à cette description. Et en le voyant en vrai, on se rend compte que c'est pas du tout cela, que c'est quelqu'un de très attachant. Et j'ai adoré ce personnage. Après, c'est aussi, comme vous pouvez vous en douter, une histoire où il y a des complots, des trahisons, toutes ces choses-là, et ça m'a beaucoup plu car Valentina, elle a une mission, on va dire, son but c'est de l'amener, même si des fois ses sentiments vont faire pencher la balance pour le coup, et disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans l'histoire, et beaucoup de retournements inattendus que je n'avais pas vu venir. Et pour le dénouement final, disons qu'à la fois il est poignant. Alors là franchement je m'imaginais pas cette fin là. Et aussi, oui c'est vraiment osé j'ai trouvé. Mais voilà ça va avec l'histoire de la petite sirène quoi. Et vraiment c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée. Que, comme je vous dis, le dénouement final il m'a scotché quoi. Je me suis dit mais waouh, je m'attendais pas à ça. À la fois il y avait de l'émotion. Et aussi, je ne me voyais pas avec cette fin, donc oui, surprise en bien. Après, tout ce que je pourrais reprocher, c'est qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais après, une fois que c'était fait, que j'étais attachée au personnage, que j'ai plus découvert Valentina,
eh bien je voulais savoir comment elle allait procéder, quels seraient ses choix. Et franchement, je n'ai pas été déçue, comme je vous dis, j'ai adoré le personnage de Kael. Voilà, donc vraiment une très bonne réécriture de la petite sirène, particulière, parce qu'on reste quand même dans un côté un peu plus sombre, vu qu'on est avec la sorcière des mers. On va découvrir d'autres secrets, une fois qu'elle sera dans le royaume du prince. Et franchement, j'ai vraiment apprécié la manière dont cette réécriture a été menée, et surtout le fait de l'avoir liée encore à une autre réécriture de conte, et tout ça, c'est... Vraiment, ça m'a plu. Alors ici, on est sur une lecture qui fait, je crois, environ 330 pages, oui, c'est cela. Et vraiment, l'objet livre est magnifique, car comme je vous ai montré, vous avez des illustrations au début et à la fin du livre, mais vous avez également des en-têtes de chapitres qui sont juste magnifiques. Oui, des en-têtes de chapitres juste magnifiques. Et aussi, vous voyez, vous avez aussi un petit coquillage, il est là. Et une petite étoile de mer à chaque page. Donc vraiment, je trouve c'est sublime, et moi, pour le coup, je me suis régalée. J'ai également lu la suite Frisson Suisse, donc le tome 5 de Black Justice, donc 5.0, de Nicolas Feust aux éditions Ouzou Suisse. Alors, je vous ai toujours dit que les Black Justice pouvaient se lire de manière indépendante. Il y a juste avec les Black Justice, que par contre là, il faut les lire dans l'ordre pour avoir vraiment toute l'histoire. Pour rappel, dans Black Justice, on suit Loïc et son ami Johan qui vont découvrir un jeu interdit qui se nomme Black Justice. Ils vont y participer. S'y inscrire plutôt, et ils vont se rendre compte que les actions qu'ils font dans le jeu ont des répercussions sur la vraie vie, et disons que lorsque des meurtres vont commencer à survenir, nos deux amis vont commencer à s'inquiéter. Donc ça, c'était le résumé du tome 1. Pour ce tome 5, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette fois, on va partir du côté de Genève en week-end, et nos deux amis ont une idée de l'identité de The Cop, le policier et administrateur du jeu Black Justice, et ils ont bien l'intention de le démasquer. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors ici, c'est une lecture que j'ai mis 9 sur 10. C'était une suite vraiment palpitante que j'ai trouvé. Et comme je vous dis, nos protagonistes cette fois vont tout faire pour essayer de démasquer The Cop. Et on va donc se retrouver à Genève avec Loris et Johan qui vont être confrontés à une nouvelle enquête. Et on va, grâce à cause de cette enquête, être amené entre passé et présent. Quand je vous parle de passé, on va se retrouver en 1988 et avec nos amis dans le présent. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien amené déjà. Et comme je vous dis, nos deux protagonistes, ils pensent connaître l'identité de The Cop, mais leurs certitudes, elles vont être bien vite ébranlées, et elles vont se heurter également à des doutes qui vont tout remettre en question. Et les garçons vont bien entendu se retrouver une nouvelle fois mêlés au plan de The Cop, et vont donc, par contre, devoir en payer les conséquences. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le dénouement final était prenant, et que j'attends avec impatience le prochain tome pour connaître la suite de tous ces rebondissements et avoir les réponses aux secrets qui n'ont pas été dévoilés dans ce tome. Et franchement, là, je vous dis, c'était vraiment intéressant tout ce que j'y ai découvert, des choses que je n'imaginais pas qu'il y a à Genève, et franchement, une très belle découverte comme avec tous les autres tomes de la saga. Et aussi, on a des belles illustrations réalistes et colorées qui nous plongent dans l'ambiance. Si je vous en trouve juste une qui vous spoile pas, ce serait bien. Où c'est qu'elle est? Là, voilà, bah, vous voyez, vous avez des illustrations d'entête de chapitres. Voilà, ou des illustrations comme ça. Mais vraiment, ça se lit vite, et franchement, moi, c'est toujours des très bonnes découvertes. Et là, vu comme ça se termine, comme je vous dis, j'ai hâte d'avoir le tome 6, donc le 6.0. Et de pouvoir découvrir ce qui va arriver par la suite, juste le final qu'on nous propose. Et je sais pas si je vous ai dit à note, mais je sais plus, j'ai mis un 9 sur 10, hein, voilà, parce que chaque fois c'est des très belles découvertes, c'est bien adapté je trouve pour les jeunes, ça se lit vite, et franchement, il y a ce tome-ci fait un peu plus de 120 pages, c'est écrit grand et aéré comme je vous ai montré. Et franchement, moi je l'ai lu d'une traite parce que j'étais prise dedans, et puis il fallait que je sache le fin mot de l'histoire, car vraiment là les choses se précipitent. Et comme je vous dis, on a des doutes sur l'identité de The Cop, et je voulais quand même connaître son identité. Alors dans ce tome-ci, son identité vous sera effectivement révélée. Et alors avec tous les doutes qu'on avait, j'en venais aussi à douter de qui était vraiment The Cop, et voilà, donc
ce tome a passablement avancé l'histoire et là je me dis que peut-être le tome 6 sera le dernier ou à moins qu'il y ait encore d'autres rebondissements qui vont venir par la suite. Et surtout ce que je suis curieuse avec le tome 6, c'est que je me dis on a quand même pas mal voyagé dans la Suisse romande, là on était à Genève, où va se dérouler le tome 6 du coup, voilà. Et en tout cas je me réjouis de le découvrir. J'ai également lu Frisson Suisse, le trésor de la grande distance de Clarisse Bouwens, aux éditions Ouzou Suisse toujours, donc je remercie la maison d'édition pour ce service presse et pour sa confiance. Et je vous montre la couverture du coup. Et ici on va suivre Juliette et Louise qui sont deux amies qui vont découvrir un vieux coffre datant du siècle dernier. Et en fait ils vont découvrir à l'intérieur les affaires de l'arrière-grand-père de Juliette, ainsi qu'un message codé qui mènerait à un trésor se cachant au sein du barrage de la Grande Dixence. Voilà. Donc déjà, juste le résumé me donnait très envie, car, pour petite info, j'ai visité la Grande Dixence il y a déjà plusieurs années, et d'avoir un frisson suisse qui se déroule, bah, ça m'a rappelé des souvenirs, et c'est pour ça que j'avais hâte de découvrir l'histoire qui allait y être mêlée. Donc ici, je me suis mis la note de 9 sur 10 à cette lecture. J'ai trouvé que l'histoire était prenante, et en fait, elle propose un mystère qui aussi là joue entre le passé et le présent. Donc dans le passé, on est en 1955 avec Freddy, donc l'arrière-grand-père de Juliette, qui travaille sur le chantier du barrage de la Grande Dixence et qui va donc faire une certaine découverte, vous en doutez. À notre époque, on suit du coup Juliette et Louise qui vont tenter de percer le mystère du code qu'elles ont retrouvé et qu'elles ont retrouvé donc, comme je vous dis, dans le carnet de Freddy. Et là, on a une histoire avec deux protagonistes qui sont vraiment attachantes et elles vont vivre une fin de vacances assez, comment dire, mouvementée. Et disons que ce que j'ai bien apprécié, c'est chez Juliette, elle a un franc-parler qui est vraiment... moi, ça m'a fait rire des fois, la manière dont elle sort les choses. Et aussi tous les surnoms qu'elle donne à son amie Louise, aussi, c'était vraiment très drôle. Et dans ce tome aussi, on aborde le thème du décès d'un proche avec justesse, j'ai trouvé. Et justement, on nous montre également que même le fait d'avoir perdu quelqu'un, eh bien la douleur peut rester vive encore des années après. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien amené à travers ce tome. Et on va également suivre, comme je vous dis, une enquête prenante qui va entraîner nos deux protagonistes jusqu'au barrage de la Grande Dixence. Et j'ai appris beaucoup d'infos intéressantes sur le barrage en lui-même, mais également sur sa construction. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant également. Et on a un dénouement final qui va être prenant. Et là, alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est la manière dont se termine ce récit. Alors d'habitude, ça se termine bien, j'ai envie de dire. Alors là, voilà, ça se termine aussi quand même relativement bien. Mais il y a quand même une note à la fois d'excitation et de tristesse, de peine qu'on nous laisse à la fin. Et ça, j'ai trouvé que c'est aussi bien amené. Et de montrer que toute cette aventure a quand même laissé des... comment dire, des séquelles, j'ai envie de dire, et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, franchement, ça m'a plu également. Et pareil que pour les autres frissons suisses, on a de superbes illustrations. Alors là, j'ai beaucoup aimé, on est sur des illustrations qui font vraiment un peu style, un peu animé, j'ai trouvé dessin animé, et j'ai beaucoup aimé cette version. Alors là, ben, dans le passé, c'est toujours en noir et blanc, et quand on arrive dans le présent... voilà, c'est des illustrations vraiment colorées, réalistes, et j'aime beaucoup cet effet, comme je vous dis, animé. Là, le dessin m'a vraiment parlé, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, et la manière dont, comme je vous dis, la peur de voir ces personnages qui sont vraiment, déjà, Juliette avec son franc-parler, et je trouve que ça la rendait aussi très dynamique, et c'est ça peut-être qui m'a beaucoup plu là-dedans. Et aussi la manière dont on traite les thèmes avec justesse pour que ça parle, même aux plus jeunes, je trouve que c'est toujours très bien amené à chaque fois, et pour moi, c'est une très belle découverte, franchement. Là, celui-là, il fait environ un peu plus de 120 pages, comme d'habitude, et c'est écrit grand et aéré, comme chaque fois. Et là, j'ai même appris qu'on pouvait aller à l'intérieur du barrage de la Grande Dixence pour faire des visites. Et je me dis que la prochaine fois que j'y retournerai, eh bien, je me renseignerai sur l'option. Et franchement, je suis intéressée à aller découvrir l'intérieur du barrage de la Grande Dixence, car franchement, c'est le plus grand barrage poids du monde. Pas en hauteur, mais en poids. C'est le plus grand barrage du monde et je peux vous dire que dans les Loirs, il est impressionnant. Donc voilà, petit aparté, mais franchement, très bonne lecture et comme d'habitude, je me régale toujours autant avec ces petits frissons suisses. Et ma dernière lecture du mois, ça a été Les Reines de Sang, Mésaline, la déesse des miroirs, de Blenguino Sarchion.
et Gonzalvo aux éditions Delcourt. Je mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique et je remercie la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, nous allons suivre Valeria Messalina qui a 14 ans. Elle va être mariée à Claude. C'est la troisième femme de Claude, il me semble. Et voilà, elle est pas très ravie de ce mariage, mais voilà, elles sont contentes. Et les choses ont radicalement changé lorsque Caligula, l'empereur Caligula va être assassiné et que c'est donc Claude qui va le remplacer sur le trône. À ce moment-là, disons qu'elle va aussi voir le pouvoir lui monter à la tête. Voilà pour le résumé. Donc ici c'est une lecture que j'ai mis 7 sur 10. Alors déjà, effectivement, on reprend l'histoire d'un personnage historique dans le contexte historique de la Rome impériale. Et donc, là on suit l'histoire de Valeria Messalina qui nous est contée. Et disons que ce personnage est connu pour sa nymphomanie et a subi la damnatio memoriae, donc c'est-à-dire la condamnation à l'oubli. On va donc découvrir, en fait, dès le départ, en fait, on voit ce qui arrive à Valeria, et ensuite on remonte dans le passé pour suivre son histoire et découvrir comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Donc, on la suit donc, depuis son adolescence. On va également passer par le mariage avec l'empereur Claude, qui n'était pas encore empereur à ce moment-là, mais elle, ça la ravit pas vraiment parce que Claude, déjà, c'est quelqu'un qui bégaye et qui est un peu difforme, alors elle est pas très ravie de se marier avec. Et après, il y a aussi la création, on va dire, de sa réputation et qu'est-ce qui a amené à sa condamnation, justement. Donc on va suivre vraiment toutes ces étapes. Et vous en doutez, dès le moment où Claude sera nommé empereur, les complots et les trahisons vont avoir une place importante dans l'histoire, tout comme les miroirs. Ça, j'ai bien apprécié ce qu'on a rajouté avec les miroirs, car je pense effectivement que ça n'a rien à voir avec la vraie histoire, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, et aussi, comme je vous dis, Valeria, pardon, va voir rapidement le pouvoir lui monter à la tête dès que Claude sera nommé empereur, et elle va pas hésiter à s'en servir pour combler ses désirs, et aussi, elle ne va pas hésiter à menacer de vie ou de mort ceux qui oseraient s'opposer à ce qu'elle souhaite. Donc là aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment... on voit radicalement le changement. Et de ce fait, avec tout ce que je vous ai dit, attendez-vous. Déjà, c'est une BD que je ne donnerai qu'à des adultes. Mais attendez-vous aussi à retrouver pas mal de scènes où les personnages sont dénudés. Des scènes quand même sanglantes parce que voilà, Valeria était quand même assez stratégique et on va dire que voilà, elle ne voulait pas que tout le monde parle à tort et à travers et lui fasse sa réputation. Et on a également des scènes de meurtre et pas mal de scènes voilà, où c'est qu'on voit de sexe. Hein. Voilà. Donc attendez-vous à y retrouver cela étant donné le personnage dont on vous raconte l'histoire. Malheureusement pour elle, Valeria va se retrouver prise dans différents complots et avoir de trop grosses ambitions également. Et tout ça, ça va l'amener à sa perte. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait qu'on se rappelle du nom de Valeria, en fait, il a voyagé à travers les âges, jusqu'à notre époque, malgré le fait qu'elle ait subi, comme je vous dis, la damnatio memoriae, ce qui veut dire en fait que déjà, on aurait dû oublier son nom parce que toutes les personnes qui subissaient ça, en fait, on voit leur nom sombrer dans l'oubli. Et là, ça n'a pas été le cas. En fait, la damnatio memoriae, comme je dis, c'est la condamnation à l'oubli. C'est-à-dire que non seulement vous êtes tué, mais on raye votre nom de tous les manuscrits où il pourrait figurer. Et même, je crois que j'ai lu que si quelqu'un mentionne le nom d'une personne qui a subi cette sentence, eh bien, il faut mieux que pas que ça s'apprenne car lui aussi, on n'a même plus le droit de prononcer son nom. Vous voyez, c'est vraiment, on fait comme si la personne n'existait plus et c'est ça qui est impressionnant de se dire qu'elle a subi cette sentence, mais que son nom a quand même subsisté malgré tout. Et là aussi, la BD joue sur le fait que, oui, la Valeria que l'on suit dans l'histoire souhaiterait que on ne se souvienne pas d'elle, tout simplement que oubliez-moi. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Après, on a un style d'illustration qui est vraiment réaliste, coloré, avec des visages qui sont très expressifs et qui plongent le lecteur dans la
Rome, dans la Rome impériale. Je vous mettrai des dessins et des planches si j'en trouve, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce style de dessin. Et j'ai trouvé que c'était intéressant car pour moi, en fait, je vous avoue que je suis assez novice en tout ce qui est mythologie grecque, tout ça, et même histoire romaine. Alors là, le fait d'avoir eu cette BD entre les mains, je vous savais que le personnage de Messaline, on m'en parlait, je ne savais pas qui c'était, et le fait d'avoir pu lire cette BD quand même, j'ai un peu de recul pour découvrir là l'histoire de Messaline et ce qui est arrivé. Je trouvais que c'était intéressant de le faire ça en plus sous forme de BD. Après, ce que je pourrais repenser chez, c'est que l'histoire est pas semblée trop courte parce que pour vraiment comprendre tous les protagonistes et tous les complots qu'il y a à l'intérieur, alors quelques pages en plus, ça m'aurait pas déplu justement pour aussi avoir plus de détails et c'est ça que je pourrais reprocher à cette BD. Mais comme je vous dis, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai pu découvrir ce personnage et j'ai vu que justement dans la saga Les Reines de Sang, il y a différentes femmes historiques qui sont reprises d'à travers les BD. Et je me dis que oui, pourquoi pas m'intéresser aux autres tomes pour découvrir d'autres femmes célèbres. Et il n'y a pas seulement dans la Rome impériale, il y a dans d'autres époques. Et franchement, je trouve que c'est intéressant. Et là, ça m'aura permis de découvrir l'histoire de Messaline et surtout de comprendre certaines choses, parce que comme je vous dis, la sanction qu'elle a eue, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et aussi, il y avait des noms un peu, je pensais en latin, dont on la qualifiait et que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et surtout, aussi ce qui était intéressant, c'était de voir que comment on se souvient d'elle à l'heure actuelle. En fait, on se souvient plus de ses bavures que du reste. Et voilà, donc c'était, comme je vous dis, une BD intéressante, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et ou si tout simplement ils sont dans votre wishlist ou dans votre pile à lire. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, donc vous pouvez soit même mettre l'emoji avec les 3 livres empilés, ou un emoji spécifique à un livre qui vous a particulièrement intéressé. Par exemple, je pense pour le dernier chant d'une sirène, vous pouvez mettre une sirène. Pour le trésor de la grande Ixence, vous pouvez me mettre quelque chose en lien avec l'eau. Ou pour le dernier oracle, vous pouvez me mettre aussi, si vous trouvez un emoji avec du sable. Donc voilà, faites-vous plaisir au niveau des emojis. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir, et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!